la physique parle, mais comprends-tu vraiment ce qu'elle dit? Alors, comment est-ce possible? Comment la physique arrive-t-elle à décrire avec les mêmes outils, le même langage, deux choses aussi différentes qu'une planète qui tourne sur elle-même et une onde radio totalement invisible? D'un côté, on a un mouvement mécanique, bien visible. De l'autre, une force électromagnétique qu'on peut à peine détecter. Et pourtant, figurez-vous que sous la surface, ces deux phénomènes partagent une grammaire commune. C'est justement ce langage caché qu'on va essayer d'explorer ensemble aujourd'hui. On va décoder comment la physique réussit ce tour de force, unifier des mondes qui, en apparence, n'ont absolument rien à voir. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur deux experts, deux ouvrages de référence. D'un côté, la mécanique générale, qui s'intéresse au mouvement et à ce qui le provoque, et de l'autre, l'électromagnétisme, qui lui explore le monde de l'électricité et du magnétisme. A priori, deux domaines bien distincts, mais on va voir qu'ils reposent sur des fondations identiques. Alors voilà le programme. On va d'abord parler de ce fameux langage commun. Ensuite, on découvrira ses briques de base, les vecteurs et les champs. Puis on verra comment tout ça s'applique en mécanique et juste après en électromagnétisme. On finira par la grande synthèse et on verra comment ce code abstrait façonne notre réalité de tous les jours. Notre but, c'est donc de mettre au jour cette grammaire commune, de trouver les outils, les concepts abstraits qui permettent de faire le pont entre le monde bien concret du mouvement, celui d'une toupie par exemple, et le monde invisible des forces comme celles qui font fonctionner nos téléphones. Bon, entrons dans le vif du sujet. Tout commence avec deux concepts vraiment fondamentaux. Ce sont en quelque sorte les mots de base sur lesquels toute la physique moderne est construite. Le premier mot, c'est le vecteur. Un vecteur, c'est un objet mathématique qui nous donne deux infos capitales. Une grandeur, c'est-à-dire une force, une vitesse, et une direction. L'image la plus simple, c'est celle d'une flèche qui représente le vent. Elle ne dit pas juste « ça souffle », elle dit « ça souffle à 20 km/h vers le nord-est ». C'est précis. Et pour combiner ces vecteurs, les physiciens ont une astuce toute bête, la règle de la main droite. Imaginez, le pouce dans la direction du premier vecteur, l'index dans la direction du second, eh bien, votre majeur vous donne tout naturellement la direction du troisième vecteur, celui qui résulte des deux autres. C'est une convention, mais elle est universelle pour se repérer dans l'espace à 3 dimensions. L'autre mot essentiel, c'est le champ. Alors attention, à la différence d'un vecteur qui décrit une info en un seul point, un champ, lui, donne une valeur pour tous les points d'une zone. Une carte météo des températures, c'est l'exemple parfait. Chaque point sur la carte a sa propre température. C'est ça, un champ. Maintenant qu'on a nos briques de base, voyons comment on les utilise en pratique. On va commencer par le monde de la mécanique. En mécanique, on adore travailler avec une version idéalisée des objets, le solide indéformable. C'est un objet parfait où la distance entre deux points ne change jamais, quoi qu'il arrive. En gros, il ne se tord pas, ne se compresse pas, ne s'étire pas. C'est une simplification, mais elle est incroyablement utile. Et pour décrire le mouvement de ce solide, on a un outil mathématique au nom un peu barbare, le torseur cinématique. Mais pas de panique, en fait c'est juste une sorte de kit de mouvement. Il combine deux choses, une vitesse de rotation, comme une toupie qui tourne sur elle-même, et une vitesse de translation, l'objet qui glisse. Avec juste ces deux vecteurs, on peut décrire le mouvement de n'importe quel point de l'objet. C'est super élégant. Mais pourquoi est-ce que ça marche si bien? Grâce à une propriété magique du solide indéformable, l'équiprojectivité. Imaginez une troupe de danseurs parfaitement synchronisés. Si on connaît le déplacement du danseur de tête et la rotation de tout le groupe, on peut deviner le mouvement de n'importe quel autre danseur. Eh bien, c'est exactement ça. Cette cohérence parfaite, c'est la clé qui fait fonctionner le torseur. Allez, on change complètement de décor, on quitte la mécanique pour voir comment nos mêmes briques de base, les vecteurs et les champs, servent à décrire un monde totalement invisible, celui de l'électromagnétisme. Ici, on ne s'intéresse plus au mouvement, mais aux champs de force. Et pour les analyser, on utilise de nouveaux outils, les opérateurs. Le premier, c'est le gradient. Prenez notre carte des températures. Le gradient va créer un champ de flèches, et chaque flèche va pointer dans la direction où la température grimpe le plus vite. C'est comme s'il indiquait toujours le chemin le plus pentu pour monter une colline. Le deuxième opérateur, c'est la divergence. Lui, il regarde un champ de vecteurs et il nous dit si, à un endroit précis, ça sort ou ça rentre. Une divergence positive, c'est comme une source, un robinet. Et une divergence négative, c'est un siphon, un puits. C'est en fait un détecteur de source. Et enfin, le troisième, le rotationnel. Son nom est assez parlant. Il mesure à quel point un champ de vecteurs tourbillonne. L'image qui marche super bien, c'est d'imaginer qu'on place un tout petit moulin à vent dans ce champ. Si le champ a un rotationnel fort, eh bien le moulin va se mettre à tourner à toute vitesse. Bon, récapitulons.
On a nos briques de base, les vecteurs et les champs, et on a nos outils pour les analyser, les opérateurs. Il est temps de tout assembler pour voir les grandes lois du jeu qui gouvernent chacun de ces mondes. Et là, voilà le moment clé. D'un côté, en mécanique, tout est résumé par une seule grande loi, le principe fondamental de la dynamique. De l'autre, en électromagnétisme, tout est décrit par 4 règles magnifiques, les équations de Maxwell. Et ces équations utilisent justement la divergence et le rotationnel dont on vient de parler. Et c'est ça le point absolument central. On a 2 ensembles de règles qui décrivent des phénomènes qui n'ont rien à voir, et pourtant ils sont écrits dans la même langue. Les 2 sont construits avec les mêmes briques, des vecteurs, des champs et des opérateurs. C'est une description de la réalité qui est à la fois incroyablement concise et puissante. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert ce langage super abstrait? En quoi ça nous concerne dans le monde réel? Eh bien, ce langage, il fait littéralement tourner notre monde. Chaque moteur, chaque machine, c'est une application directe de la mécanique. Et chaque moteur électrique, chaque alternateur, la radio, le Wi-Fi qui nous connecte en ce moment même, tout ça, ce sont des applications des équations de Maxwell, qui nous disent comment les champs tourbillonnent et se propagent. Du GPS dans une voiture, à la lumière qui nous vient des étoiles, c'est ce même code qui est à l'œuvre partout. On a donc réussi à décrypter le langage du monde classique, le monde à notre échelle. La question qui se pose maintenant, c'est quel nouveau langage, quelle nouvelle grammaire va-t-on devoir inventer pour Abonne-toi et réussir à merci de décrire suivre. l'univers étrange et fascinant du monde quantique?